Le premier geste de l'inconnu du lac est de se défaire de la civilisation, de laisser le monde extérieur au parking. Le spectateur, accompagné par Frank, pénètre dans une communauté alternative en marge de la société. Il s'agit alors pour le film d'embrasser pleinement cet univers autonome et tenter lui-même de créer ses propres lois cinématographiques. Bon, je vais à l'eau, moi. Elle est bonne. Le monde de l'inconnu du lac est régi par des codes. Par exemple, chaque lieu a sa signification, son visuel et ses sons que le film va retranscrire formellement. Le parking représente le monde extérieur. On y est systématiquement habillé, le son qui lui est associé est la voiture. Le bois est le lieu de la dissimulation, là où le plaisir et la jouissance sont autorisés. Le son sont les feuillages. Enfin, le lac est le lieu de l'exhibition, là où on se montre. On laisse son corps être vu par autrui et on espère être désiré. Le son qui lui est associé est l'eau. Chaque son est capté avec soin, le film embrassant pleinement les lieux de son tournage, comme en atteste notamment le fait qu'il a été tourné en lumière naturelle. Cela crée une rythmique quand on passe d'un lieu à un autre. Ainsi, le bois et le lac peuvent être divisés entre d'un côté le lieu de l'exhibition et de l'autre le lieu du voyeurisme. Étant donné que l'un est en surplomb par rapport à l'autre, et ce avec une pente entre les deux, on pourrait comparer ça à un amphithéâtre. Le lieu du spectacle est le lac, et le rivage serait le lieu du voyeur ou du spectateur. Ces deux lieux et cette relation entre ces deux lieux va être la structure de la scène centrale du film, qui est la scène du meurtre. La scène de meurtre surprend car Michel, le meurtrier, commet le crime au milieu du lac, c'est-à-dire exposé à la vue de tous. Mais surtout, nous remarquons que c'est un plan long et un plan d'ensemble, deux éléments qui, par la réduction au maximum du hors-champ et du montage, ne laissent aucun doute sur la véracité du meurtre. Ce meurtre a bien eu lieu, Michel l'a commis et Franck en a été témoin. Ainsi, tous les enjeux du thriller sont évacués. Le meurtre ne nous intéressera pas pour l'enquête qui en découlera, mais pour un autre élément, plus trouble, plus retors. Regardons cela de plus près. Il suffit finalement de simplement regarder et se rendre à l'évidence. Michel tue, il nage, puis sort de l'eau. Et comment ne pas voir dans cette sortie d'eau un acte de pur érotisme ? Tout d'abord parce que c'est un cliché. Un cliché du personnage à la plastique parfaite. On filme souvent des personnes désirables sortir de l'eau, car elles sont mouillées et dénudées. Et surtout, elles renvoient un sentiment de grande puissance, car le mouvement de l'eau embrasse pleinement leurs mouvements, comme s'ils étaient en pleine harmonie avec la nature. Et puis, homo ou pas homo, le mec est plutôt sexy. Il renvoie un sentiment de puissance, car il assume pleinement son geste. Aucune mesquinerie, aucune fuite, il est tranquillement en train d'assumer son meurtre. Et là se trouve peut-être le point central de l'extrait, et peut-être même du film, qui nous est donné par ce plan qui dure et qui dure. Parce que ce plan fait coexister, dans un même espace temporel, un acte de mort et un acte d'érotisme. Et ce qui pourrait être encore plus tordu, et que sous-entend la continuité de ce plan, c'est que l'acte de mise à mort pourrait être lui-même vecteur d'érotisme et de désir. Ce meurtre crée une fascination. Fascination surjouée par le fait que la caméra et indirectement le regard de Franck ne quitte pas Michel du regard. On s'attarde sur lui pour contempler cette bête fascinante. Franck va finalement tomber amoureux de Michel. Et là est donc le vrai dilemme du film. Comment réconcilier désir et morale quand le désir provient en partie de l'acte immoral ? Bonsoir. Dans cette équation morale insoluble et nouvelle, un élément extérieur s'invite cependant et oblige cette communauté autonome à réviser légèrement ses normes. Ce rappel du monde extérieur est le policier. Ce policier intervient toujours d'une manière étrange. Il apparaît de nulle part, il surprend les amants et leur rappelle le caractère transgressif de leur amour. Il incarne en quelque sorte un ordre moral.
Un ordre moral doté d'omniscience, comme le symbolise l'hélicoptère qui lui permet de s'affranchir des contraintes de regard imposées par les lieux. L'autonomie de cette communauté est donc remise en cause, mais ça n'empêche pas le film, lui, de réellement s'émanciper de tous les codes par une scène finale onirique. Franck? Ce film opère donc comme une fable, permise par le dépouillement de ses personnages. Montre-toi, Il n'y a Franck. pas de technologie, les hommes sont nus, ils Je se veux pas de défont mal. de leur ancrage sociologique. Le film est un conte qui n'a pas d'époque. Il a tout à inventer, y compris sa morale. C'est un film souverain.